Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous proposer une conversation que j'ai eue avec un duo de leaders. Un duo qui co-manage une marque de nutri-cosmétique qui s'appelle M. Il s'agit de Mathilde Lacombe et François Morier. J'ai choisi de les interviewer parce que je souhaitais les entendre sur leur parcours en tant que manager. C'est leur deuxième entreprise. Ils ont monté une première entreprise ensemble avec d'autres associés très jeunes. Et ils ont évolué dans leur vision de leur management. En fait, ils ont pris leur posture de leader. Donc, ils ont appris, ils ont fait des choix. Et aujourd'hui, là où ils en sont, c'est vraiment le résultat de ces choix qui mêlent ambition et plaisir. Et ces deux mots, vous entendrez, qui reviennent constamment dans tout ce qu'ils nous proposent. Ils ont constitué leurs équipes de manière singulière, puisque dès lors qu'ils ont commencé à recruter, ils ont fait le choix de prendre des profils très qualifiés, ce qui n'est pas souvent le cas des entreprises qui se créent, en tout cas des startups. Et 2, ils ont fait le choix de commencer à se structurer par les managers, c'est-à-dire en commençant à déléguer et à recruter les managers qui allaient pouvoir gérer des équipes en dessous. Ensuite, dans cette conjugaison d'ambition et de plaisir, ils sont au clair sur le fait de là où ils veulent aller et sur la taille d'équipe qu'ils souhaitent avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils souhaitent rester sur une taille qu'ils estiment être la bonne taille, la taille humaine, la taille qui corresponde à la manière dont ils ont envie de travailler. Et ils estiment qu'en fait, en se professionnalisant tout le temps, ils ont moyen, avec cette taille d'équipe, de pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Donc finalement, en les écoutant, on se dit qu'il y a un chemin pour grandir qui n'est pas forcément de grossir. Ensuite, les équipes qu'ils ont recrutées, comme ils nous disent, sont là depuis le début, donc depuis quelques années, malgré le fait qu'ils aient connu, comme toute entreprise, des moments plus difficiles. Donc voilà, donc je vous laisse les découvrir, je vous laisse découvrir leur chemin, je vous laisse découvrir leurs convictions, ce qu'ils partagent avec nous, sur aussi leurs rituels pour eux, avec leurs équipes, et leur management de manière générale. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Bonjour Mathilde, bonjour François, merci d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast. Je vais vous laisser vous présenter pour les auditeurs et les auditrices. Eh bien, merci de nous recevoir. C'est la première fois, je crois, qu'on fait un podcast tous les deux avec François, donc on est très contents. Donc moi, je suis Mathilde Lacombe et je suis la cofondatrice de M, qui est une marque de nutri-cosmétique qu'on a créée en 2018. Et avec François, voilà, on est associés depuis plus d'une dizaine d'années parce que M est déjà notre deuxième projet entrepreneurial. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. On est ravis en effet d'être là, et moi également, avec Mathilde. Donc moi c'est François, je vais répéter un peu, mais cofondateur de M. Ça fait plus de 12 ans qu'on a entrepris ensemble. Et pour compléter un peu l'introduction, ce que disait Mathilde, c'était notre premier projet. Et à la sortie de nos études, donc aussi je pense spécificité pour nous, puisqu'on s'est embarqué dans l'entrepreneuriat très jeune, à 22 ans tout juste, après nos études. C'était quelque chose qui nous tenait déjà à cœur et on s'est rencontrés dans le cadre de nos études, stages, au sein d'un incubateur justement, donc du groupe Orange, mais c'était un incubateur de start-up et on avait un peu cette vocation, j'ai envie de dire. Voilà.
Vous avez combien d'équipes aujourd'hui chez M? Combien de personnes? Ouais. On est une petite vingtaine, un peu plus de 20, essentiellement au siège à Paris et puis à la boutique. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc certes, d'avoir des équipes, des recrutements de qualité, de les garder, et puis de pouvoir aussi faire en sorte de ne pas grandir trop vite, pour avoir aussi la maîtrise et le contrôle de la croissance et du recrutement, parce qu'on sait que l'un des plus grands enjeux dans le succès de l'entreprise, passer le concept et le développement initial, c'est le recrutement et le management des équipes. Et on sait, de nos premières expériences, que grandir très vite, grandir trop vite et recruter très vite, c'est sujet à beaucoup de risques. Et nous, on aime bien prendre le temps, et que ça accompagne aussi notre vision des choses dans le développement de la marque. Et ne pas perdre votre ADN, j'imagine, aussi, au travers les personnes et l'extension. Oui, c'est ça. Et puis, oui, voilà, vraiment s'assurer que, à la fois, on est bien entouré. Avec François, je pense qu'il y a aussi un critère qui est important pour nous, c'est le plaisir qu'on prend à travailler déjà ensemble tous les deux, mais aussi, du coup, avec notre équipe. Et forcément, quand on se retrouve avec une équipe très grande et où on a du mal à connaître chaque personne, etc., ça devient plus compliqué de nouer des liens. Alors que là, on est vraiment à taille humaine. Enfin, c'est bête, mais on peut tous manger ensemble autour de la table le midi. Enfin, ça crée des liens, et je pense, et c'est certain que ça se ressent après dans l'énergie que les gens mettent au travail, le plaisir qu'ils ont à venir aussi le matin. Enfin, ça, pour nous, c'est vraiment clé. Et donc, je pense que ça joue à la fois dans le fait qu'effectivement, on ne souhaite pas doubler l'équipe dans les années à venir, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas beaucoup d'ambition pour M. Donc en fait, je pense que les deux peuvent vraiment être... on est intimement convaincus qu'avec la taille d'équipe qu'on a aujourd'hui, on peut encore aller très loin. Donc c'est très intéressant, en fait. Vous drivez votre ambition avec un souci de l'humain, de la notion d'équipe hyper importante. C'est-à-dire à vous dire, en fait, notre ambition pour M, elle peut être grande, mais on a aussi une ambition pour l'équipe, pour la manière dont on travaille, pour les personnes avec qui on travaille. C'est ce que j'entends. Oui, sur une ambition pour l'équipe. Mais autant que pour M, je pense, c'est quand on nous pose souvent la question de comment vous projetez la marque, etc. On essaye de construire quelque chose de long terme, de pérenne, et je pense que l'équipe va de pair, et que, une fois de plus, dans le contexte de très... où il y a beaucoup de start-up, il y a eu des années très dynamiques il y a quelques temps, et souvent des croissances très fortes s'accompagnent aussi derrière de chutes très fortes. Sans compter des exemples ou des non-exemples américains ou des WeWork ou autres. C'était absolument pas cette idée de faire quelque chose de un peu éclair, coup d'éclat, et sortir le plus vite possible, et souvent pas forcément de la meilleure façon qui soit, sauf pour les fondateurs, mais on n'a pas cette vision-là, et c'est de partager ce qu'on crée, et que ça puisse s'ancrer dans la durée. Et je compléterai aussi sur cette introduction, et aussi peut-être spécificité qui est moi je pense assez singulière, intéressante à chaque fois d'expliquer, c'est que on n'a pas avec Mathilde des profils de commerciaux, enfin financiers, ou d'écoles de management, en gros d'écoles de commerce, ni même d'écoles d'ingénieurs. On est plutôt des créatifs, littéraires. Moi j'ai fait une école de design, Mathilde journalisme et communication, et donc c'est déjà un premier trait, disons, assez spécifique. On a aussi des profils assez artistiques tous les deux, et de fait, et on a commencé les 18 premiers mois en faisant tout nous-mêmes, sans personne. Au début, c'était vraiment notre volonté de rester tous les deux et d'avoir personne, d'être ce qu'on appelle doueur, et comme dit Mathilde, parce que c'est notre passion première et c'est ce qu'on aime faire. C'est pas faire, c'est faire. Et tout le challenge fut ensuite justement de commencer à recruter, à s'entourer. Et là, l'enjeu, c'était de commencer justement à déléguer, un peu à faire et commencer davantage à manager. Effectivement. Et alors, justement, c'est quand même le cœur de notre sujet, c'est pour ça qu'on se rencontre. Je voulais absolument parler de leadership avec vous. Mais on va commencer par votre rôle de manager. Comment est-ce que vous avez appris, comment est-ce que vous avez petit à petit pris ce rôle, accepté de déléguer en restant peut-être aussi doueur quand même? Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes, enfin en tout cas je vais parler pour moi, mais dans ma vie de manager, où comme l'a dit François, on a démarré très tôt dans l'entrepreneuriat, on avait 22 ans, donc personnellement pas d'expérience
passer de management. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai jamais été finalement managée par quelqu'un. J'ai jamais été salariée dans une entreprise, etc. Donc déjà, pas cette première expérience. Et par contre, tout de suite, très tôt, mise dans le rôle de manager d'une équipe qui finalement avait plus ou moins le même âge que le mien, et avec un peu cette image que j'avais d'un manager. Ça donne des ordres, ça fait faire, ça délègue, parce que voilà, on n'arrêtait pas de me dire, pour être efficace, il faut que tu délègues, il faut que tu te rendes inutile. Et donc en fait, voilà, c'est un peu des choses comme ça que j'ai appliquées sans vraiment comprendre en fait pourquoi je les faisais comme ça, parce qu'au fond de moi, c'était effectivement pas la façon dont j'avais envie de faire les choses. Mais bref, j'ai beaucoup subi en fait cette forme de management, parce que je pense que finalement j'étais un peu managée de cette manière-là à cette époque. Et honnêtement, c'est vraiment quand on est reparti de zéro, on a fait un peu de table rase et on s'est dit M, on veut que ça soit une entreprise à notre image et donc faire les choses à notre façon. Comme l'a dit François, voilà, pendant plusieurs mois, on n'a été que tous les deux. Et donc vraiment, on a pris le temps de bien faire les choses. Et donc forcément, après, on a pris le temps de recruter notre équipe, de recruter les gens avec qui on avait envie de travailler, de trouver les bons talents. Et en fait, du coup, pour moi, en tout cas, la relation de management, elle s'est fait beaucoup plus intuitivement, parce que c'était des personnes déjà qu'on avait choisies, avec qui je prenais plaisir à travailler. Et donc, en fait, ça s'est fait très spontanément. Et donc, dans un management... je sais pas, de laisser à la fois beaucoup de liberté. Je pense que ça se joue aussi beaucoup sur la confiance, et que chaque personne qui est chez M, en fait, est chez M pour les bonnes raisons, a sa place chez M, et là parce qu'on sait que c'est une personne qui est douée dans ce qu'elle fait. Et donc je trouve que naturellement, ça simplifie énormément le management, et je me retrouve moins dans une position à devoir... où j'ai l'impression de devoir imposer des choses. Et voilà, en tout cas, moi, ça s'est en tout cas apaisé. Une position plus fluide. Et vous, François, quelle est votre histoire avec le management, justement ? J'allais dire plus fluide, oui. Je rejoins globalement Mathilde dans les grandes lignes, parce qu'on a traversé tout ça ensemble. Maintenant aussi, je pense un peu différemment. Mathilde, et je le dis c'est parce que tu le dis souvent, mais en tant que femme, et parce qu'on était 4 hommes et une femme, et je pense avec un peu plus le sentiment peut-être d'imposteur, même si moi de mon côté j'avais un peu aussi, comme on pourrait dire, le sentiment d'imposteur, mais parce que moi je sortais d'une école d'art, j'étais un créatif, d'un coup on me demande de manager, d'avoir comme dit Mathilde, pareil, d'appliquer des outils de reporting avec des templates pour hebdomadairement faire des rapports. Enfin, moi, ça me dépassait totalement, donc j'applique un peu, entre guillemets, bêtement, avec certaines difficultés, d'autant plus dans des métiers créatifs. On reporte, on n'a pas des KPI ou des choses comme sur des choses business ou plus chiffrées, donc on s'est un peu mis dans le bain, puis parce qu'au début, on était entouré, on avait levé un peu de fonds, et on nous a un peu mis comme un cadre très formel, justement avec une direction toute tracée. Mais à l'époque, les choses étaient très différentes, et il y a pas de regret sur ce qu'on a fait comme on l'avait fait. Je pense que on avait la jeunesse et un peu dans cette immaturité, on avait la maturité de se rendre compte qu'il nous manquait, plein de choses, qu'on n'y connaissait rien, et au moins, on se laissait entourer et driver, entre guillemets, ce qui n'est absolument pas, ça n'a pas du tout été la même chose pour M, mais c'était je pense le fruit de toute cette expérience et de ce qu'on a appris néanmoins. Mais vraiment, comme on dit, la meilleure école même de management, c'est même pas ni HEC ni autre, c'est d'être sur le terrain, de le vivre. Alors parfois il y a un peu des pots cassés ou des coquilles, et ce qui est délicat, c'est quand c'est d'autres personnes qui le subissent, ou parce qu'il y a des hauts et des bas, et on s'est clairement un peu cassé les dents dans nos premières épreuves de management. Comme dit Mathilde, moi c'était pareil. On avait globalement des gens de notre âge, donc on avait tous moins de 25 ans. Et pour moi, tel que vécu et dans mes souvenirs, c'était plus une ambiance un peu festive et de potes. On travaillait ensemble, on rigolait. Et la notion derrière, que quand t'es venu justement, qu'il y a des difficultés, un peu plus de cadrer, de manager, c'était super délicat. On avait eu un premier directeur financier qui avait 35 ans, donc autant dire pour nous un dinosaure. Et il est arrivé aussi pour donner un peu de maturité, etc. Et c'était très difficile d'avoir des gens qui ont presque 15 ans de plus que nous, qu'il faut recruter, manager, etc.
Donc bon, les premières années, ça a été ça quand même un certain temps. Je pense qu'on observe aussi dans notre évolution, on a eu des équipes qui, au niveau de la moyenne d'âge, à chaque fois collaient ou se rapprochaient de la nôtre. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a un âge qui est plutôt moyen, parce que ça y est, on a 35 ans, donc on est les dinosaures. Et donc ce qui fait que on recrute plus facilement, plus âgés, plus jeunes, et puis de toute façon, c'est surtout que on a acquis cette expérience qui commence à être relativement significative et qui fait que je rejoins aussi Mathilde. Les choses sont à la fois plus simples, plus fluides. Il y a beaucoup d'expérience avec des échecs et des réussites qui font que on prend les décisions plus facilement, puis plus naturellement, parce que on n'est pas dans une espèce de cadre dans lequel on n'est pas à l'aise ou qui nous va pas, et donc les choses sont quand même plus simples, plus fluides. Ça veut pas dire que c'est pas difficile. Je pense que le management et l'équipe, et comme on le disait au début, reste aujourd'hui, mais comme pour toute entreprise, l'enjeu et la difficulté première au quotidien, et qui est très importante et qui est fluide, logique, etc. Naturel ne veut pas dire simple en tout point. Non. Mais comme on peut s'en douter, je pense. En même temps, il n'y a pas grand-chose de simple dans la vie, heureusement. Mais même dans la difficulté, je veux dire, il y a une sorte de... C'est très différent, ça n'a rien à voir quand on avait 22 ans et on a forcément une maturité, puis une prise de recul et qui aide dans la prise de décision, quelle que soit, je dirais, la situation. Ok, merci pour les dinosaures. Moi, j'ai 52 ans, donc. Oui, je vais le prendre vraiment. C'était une image en rigolant, justement. Mais c'est avant tout de l'autodérision, parce que je disais, mais c'était à l'époque, quand nous, on avait 22 ans. Notre directeur financier, qui avait peut-être même 35-40, c'était, il y avait un gap énorme, justement. C'était pour, accentuer avec un peu de dérision le fait que nous, sinon, tout le monde, on était 22, 23 ans. Bien évidemment. Je rattrape le coup. Et vous avez des managers dans votre équipe ? Oui, on a des managers. Comment vous les avez accompagnés, justement, à la lumière de votre expérience ? Je pense que on s'est jamais posé autour d'une table en vraiment donnant nos guidelines de management, etc. Mais encore une fois, c'est pour ça que je pense que les choses se sont faites de manière assez intuitive, dans le sens où on a recruté des gens qui, je pense, se reconnaissent dans notre façon de manager, et qui donc, en fait, je pense, managent un peu de la même manière leurs équipes. Et donc, on est aujourd'hui sur des managers qui, globalement, ont une trentaine d'années, donc qui restent... pour la plupart, c'est peut-être leur deuxième, troisième expérience d'entreprise. Donc, c'est aussi des personnes qui ont appris ailleurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. On a des personnes aussi qui arrivent de plus grosses marques, de plus gros groupes, où là, bien sûr, il y a, j'imagine, un cadre qui est plus fort donné dès le début. Et donc, c'est aussi des personnes qui, du coup, viennent enrichir et nourrir de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est... Et quel est leur regard quand ils arrivent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus ? Je pense que c'est plutôt... faudrait leur demander, mais c'est vrai que les retours qu'on a, c'est que je pense qu'il y a quand même une liberté dans la façon de pouvoir faire, gérer son travail, son management, son équipe, avec, comme le disait François, je pense moins ce côté reporting, suivi non-stop de KPIs, etc., qu'on peut, j'imagine, retrouver ailleurs, et que chez M, il y a cette... Sachant que vous avez quand même des KPIs, parce que vous pilotez une entreprise. Bien sûr, mais par contre, vous ne le vivez pas comme ça. Je pense qu'avec François, comme il l'a rappelé, on est à la base des créatifs, et donc je pense que ça... Forcément, ça s'imprime dans tout ce qu'on fait et dans la façon dont on fait les choses. Donc, bien évidemment, on reste une entreprise, donc on reste aussi drivé par des chiffres. Mais quand on prend des décisions, et je pense que dans notre quotidien, ce n'est pas ça qui drive tout. Et donc, forcément, ça se ressent sur l'équipe et sur la façon dont on fait les choses, et qu'on est beaucoup plus drivé par des projets, la passion, une envie de tester des nouvelles choses, de faire, que je sais pas, on arrive, je pense, à mêler les deux, à la fois notre ambition et l'envie de prendre du plaisir, et que donc forcément ça se ressent dans la façon dont on manage les équipes.
François. Non, c'était pour compléter sur un petit point qui me semble aussi important de préciser dans la façon, dans l'approche, parce que justement, vous demandez si on a des managers dans l'équipe, et on est un peu plus de 20, et ça nous semblait, oui, on en a, comme donc Mathilde a tout expliqué, et c'est même, on a commencé par ça, c'est-à-dire que quand on a commencé à recruter, on a à l'inverse de aussi beaucoup d'entrepreneurs ou de boîtes qui vont commencer. Alors ça peut aider aussi, on l'a fait peut-être anecdotiquement sur un stagiaire ou autre, mais c'était pas du tout la volonté de faire une pyramide par le bas en prenant surtout et en premier lieu des petites mains, et en ayant sur 15 personnes 10 stagiaires, 3 alternants et 2 juniors. On a pris en premier lieu des personnes qui avaient déjà de l'expérience, donc des profils, disons, un peu de nous, qu'on appelait déjà de managers. On a commencé à constituer un peu les pôles comme ça autour de nous, en dev produit, sur les opérations, sur le marketing, etc. Et ensuite, on a pris des profils plus juniors, et de fait ils sont tout de suite devenus managers. Donc en fait, quand on était que 5-6, il y avait déjà 3-4 managers, et ensuite on a structuré donc de façon assez équilibrée entre management, manager, et qui constitue une équipe où voilà, aujourd'hui sur une vingtaine, il y a presque, je sais mais autour de 7 managers. Il y a alors on devrait en avoir cette année, mais il n'y a pas de stagiaire, qui à la limite est peut-être un peu étonnant ou même limite bizarre, et après voilà, des profils junior, mais junior plus. Enfin donc voilà, il y a aussi une certaine structure. On préfère avoir une maturité, pas une équipe. C'est pas la quantité clairement qui compte, surtout quand on parle de l'humain, c'est la qualité, et on préfère dire, un bon recrutement qui en vaut deux. Et aussi pareil, c'est en connaissance de cause, et pour avoir dans le passé eu des logiques et en le voyant aussi beaucoup dans d'autres boîtes. Comme on dit, la boîte à stagiaires ou des choses comme ça, moi je pense pas que il peut y avoir, il y a certains aspects financiers, mais je pense que c'est un peu un leurre, et qu'au quotidien, sur tous les aspects, ça freine, ça ralentit, voilà. Bah moi je trouve que ça illustre beaucoup votre considération à l'humain, à l'importance de l'humain dans l'entreprise, donc chapeau, parce que c'est un choix courageux, parce que un salaire c'est une responsabilité, donc il y a aussi est-ce qu'on a le courage quelque part de prendre cette responsabilité, parce que c'est pas rien je pense que pour un chef d'entreprise, la première chose c'est de pouvoir payer ses collaborateurs en fin de mois, donc c'est pas neutre. Oui, mais comme le dit François, je pense que pour nous aussi ça rejoint notre façon de travailler, notre envie de faire les choses, où je pense qu'on est tous les deux aussi, on aime bien être indépendants et pouvoir faire les choses, et donc on n'est pas dupe sur le fait que d'avoir des stagiaires ou des gens très juniors, ça demande aussi un temps d'accompagnement et de disponibilité qui est très différent de travailler avec des gens qui viennent encore une fois avec leur propre expérience, leur talent, leur maturité. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on apprécie, nous, justement, dans le fait de pouvoir aussi aller vite et voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui travailler comme ça. Oui, travailler comme ça. Alors, donc moi, je vous ai écouté, forcément, j'ai un prisme. On a parlé tout à l'heure de leadership. Je vous expliquais que manager, c'était un rôle, et leader, c'était une posture. Vous avez beaucoup parlé de votre posture. Vous avez beaucoup parlé de votre leadership. C'est hyper intéressant. Vous avez beaucoup parlé de la manière dont vous vous êtes affranchi des outils, parce que ce que vous avez vécu, tous les managers le vivent. Beaucoup le vivent encore, parce que le fait que vous ayez pu faire une page blanche, vous avez pu décider de votre propre chef. Je pense que c'est important, parce que j'essaie de proposer aux managers en entreprise, quand ils sont un peu moins libres, c'est d'acquérir cette liberté, en tout cas que la RH fasse en sorte de leur donner. Donc, est-ce que vous percevez cette notion de leadership dans la façon dont vous emmenez vos équipes, clairement? Et si vous la percevez, quel leader êtes-vous? C'est-à-dire, comment, par rapport à tout ce que vous avez décrit, comment vous voyez? Et moi, je pars toujours du principe que ça part de l'impact qu'on veut avoir. Vous en avez énormément parlé. Donc, voilà. Comment vous le présenteriez aujourd'hui? Alors, je pense que c'est une notion importante, qui peut vouloir dire plein de choses. Mais ce qui me vient à l'esprit, comme on évoquait au tout début, pour moi, est dans la distinction entre management et leadership. Le management, à la limite, on faisait la comparaison avec les écoles, etc. Ça s'apprend davantage. C'est justement, il y a un cadre, il y a des façons de faire, on fait un stage, il y a des process, on fait des reporting, il y a des voilà. Et après, je pense que malgré tout, il y a le bon, le mauvais manager. Il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié à la personnalité et où c'est aussi, j'ai envie de dire quelque part quand même un peu inné ou pas.
pour ceux qui deviennent vraiment des bons managers, voilà, il y a la personnalité, un appétit, un feeling, une appétence, c'est ça exactement. Le leadership, pour moi, tel que je le comprends, le définit, puisque justement c'est différent de manager, et je pense que je vais plutôt parler pour moi que pour nous, pour Mathilde, parce que c'est une notion qui peut être différente, mais et dans notre vécu aussi passé, j'ai toujours vécu, on pourrait parler du syndrome de l'imposteur qu'on a pu avoir différemment dans notre expérience passée ou encore aujourd'hui, mais selon des moments ou des étapes. Néanmoins, pour moi, le leadership, je le définis par j'ai jamais eu le sentiment de pas être à ma place par rapport à ce que je faisais, par rapport à mes compétences, mon métier. J'ai toujours fait une école d'art et du design. Je me souviens déjà à l'époque, avant tout par passion. De toute façon, quand on sort du lycée, et pourtant j'avais fait un bac S, j'hésitais avec un parcours plus scientifique, faire une école d'art, je me suis pas dit je vais faire ça pour gagner de l'argent, devenir riche, etc. Ce que je pense des étudiants qui ont fait une école de commerce, qui ont plus un truc un peu de business ou une envie de... C'est différent. Je me sens c'était vraiment la passion avant tout, ce qui d'ailleurs posait quelques questions ou un peu stress à mes parents, parce que dans la famille c'était plutôt médecine ou ingénieur, et de qu'est-ce qu'on fait après une école d'art et comment on va gagner de l'argent. Et peut-être que je remonte un peu loin, mais c'est important parce que déjà à l'époque c'était pour moi important de devenir bon dans ce que je faisais et de pouvoir prouver et faire par ma passion aussi une réussite professionnelle, et donc de gagner de l'argent, de s'épanouir, etc. Bref. Et donc j'ai toujours adoré ce que je faisais. À la sortie de mes études, quand on a commencé, je me suis pas senti pas à ma place à travers justement tout les sujets créatifs, et au contraire, je me suis rendu compte que ça apportait quelque chose en plus, qu'on pouvait se distinguer par la créativité. Et pour moi, en ce sens, j'en viens donc au leadership. Il est pour moi, c'est le faire par l'exemple, et en fait c'est en étant bon dans ce qu'on fait que naturellement on donne envie aux autres de suivre. Et alors, enfin voilà, si je vais résumer en fait en une phrase, c'est juste ça. Et en tant que leader de votre équipe, qu'est-ce que vous avez envie pour elle, pour l'équipe de M, pour les gens qui rentrent ici, quand on rentre chez M, oui. Vous avez envie de leur offrir quoi, de leur proposer quoi? C'est quoi le deal? Pour vous, François? Oui, pour moi. Ouais. Y a pas, alors je dirais en fait, il y a pas vraiment de deal. Enfin après il y a une il y a une volonté, où moi je pense que comme disait Mathilde, c'est que surtout au début c'est quelque chose qu'on observe quand on est encore justement pas une très grosse équipe, c'est que ce qu'on souhaite, et le deal si quelque part c'est qu'ils adhèrent à la vision de la marque qu'on porte et aussi à la façon qu'on a de travailler. Voilà. Et donc, comme disait Mathilde, la confiance qu'on souhaite accorder, la liberté, et dans le travail ou l'organisation, même si on commence à mettre un peu de cadre, de suivi de KPI et tout, au début, les premières années, quand on a recruté, il y en avait pas du tout. Donc, c'était beaucoup de se calquer sur notre façon de faire. Et c'est là où notre leadership, il doit être, pour être bon, il doit être logique, naturel, il doit pas du tout être tronqué, artificiel, forcé, surjoué. On s'est jamais posé cette question en fait. Un bon leadership pour moi, c'est quand on se pose pas la question du leadership parce que on l'a, parce qu'on fait, et qu'on n'a pas à se poser la question de mais est-ce qu'on est un bon leader? Je pense qu'on s'est posé 1000 questions avec Mathilde, on s'est jamais posé la question. Alors que vous vous demandiez si vous étiez un bon manager. Exactement. D'où pour moi la distinction entre le management et le leadership. Si Mathilde veut. Mathilde, à votre tour. Non, mais je rejoins tout ce qu'a dit François. Et effectivement, je pense que il y a une brique qui parfois, justement, quand je parle de ce syndrome de l'imposteur et sur ce rôle de leadership, c'était aussi ce rôle plus public qu'on a pu me donner. Et auquel j'ai aussi participé, mais où justement avec cette mise en lumière des femmes entrepreneurs et donc voilà ce leadership au féminin, où parfois, et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, où je me suis pas sentie légitime parce que j'avais pas l'impression en fait d'avoir vraiment choisi ce rôle de leader en fait. Et voilà, et encore une fois chez M, le fait d'avoir pu réécrire les choses à notre façon et vraiment me sentir légitime dans ce qu'on fait, et je sais qu'on fait bien les choses et qu'on les fait avec passion, et que voilà, comme dit François, quand on a créé M, on s'est jamais dit
autant on a réfléchi à plein de choses sur la marque, le produit, mais on s'est jamais dit quel genre de leader on va être. Non, c'est vrai qu'on s'est jamais posé cette question-là et ça s'est fait très naturellement. Et du coup, je pense qu'on a emmené, de par notre vision sur la marque, l'équipe qui est là et qui est avec nous, la plupart sont là avec nous depuis le début de M. Et donc, je pense que ça montre que voilà, elles sont embarquées et malgré des moments qui ont été difficiles, elles sont encore là. Et donc, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'on a un leadership qui leur donne envie de rester. Et vous vous êtes pas posé la question parce qu'en fait, vous vous l'êtes posé avant. C'est-à-dire que vous saviez très bien ce que vous vouliez pas et vous savez très bien ce que vous vouliez. Donc, vous n'avez pas eu besoin de le formaliser parce que vous avez cette première expérience qui vous a permis de toucher du doigt cet aspect-là et qui vous rend... Donc aujourd'hui, vous êtes à l'aise avec cette posture. Oui, mais c'est parce que je pense que ça vient aussi avec... Enfin, finalement, on est encore très jeune. Voilà, on a 36 ans et donc aussi, j'ai envie de dire, c'est comme n'importe quoi dans la vie. En fait, c'est la maturité, on apprend de nos erreurs, on prend du recul sur les choses. Moi, je pense que je prenais les choses très, très à cœur parce que, comme François, avec cette volonté aussi, je pense, j'avais envie de prouver, alors je ne sais pas à qui, peut-être à une partie, peut-être à mes parents, mais pareil, moi j'ai eu un peu ce parcours littéraire, envie de travailler dans la presse féminine, donc pas forcément, pareil, jamais drivé par une envie de... Moi j'avais une envie de réussite, mais pas d'argent nécessairement, c'était vraiment juste réussir dans un métier dans lequel je serais heureuse et créer ma vie. Enfin voilà, j'avais toujours un peu cette vision, et du coup je pense qu'en fait, voilà, après... Le fait que tout soit drivé par ça fait que j'arrive à prendre aujourd'hui ce recul sur... enfin, comment dire, je me perds, mais je pense que quand j'étais plus jeune et quand on a démarré dans notre première expérience, je prenais tellement les choses à cœur parce que j'avais tellement envie de montrer que je voulais bien faire. De répondre aux attentes. Voilà, exactement. Vraiment ce syndrome de la bonne élève que j'ai encore, voilà, et de mettre beaucoup d'affect dans les choses. Et donc, du coup, quand on en vient au management, au leadership, dès qu'il y avait quelque chose où ça ne se passait pas bien humainement, ça m'affectait énormément. Donc, je me remettais en question. J'avais l'impression que j'étais plus à ma place. Enfin, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, même si, comme l'a dit François, il y a des moments où voilà, ça s'est pas bien passé avec certaines personnes, on a pu se tromper sur des recrutements, je le prends beaucoup moins comme un échec personnel et je sais que ça fait partie de la vie voilà, professionnelle. Puis c'est une relation, enfin, quand vous faites venir un collaborateur, voilà, tout ne dépend pas de vous, malheureusement. Donc voilà. Mais ça, je trouve que ça s'apprend aussi beaucoup avec l'expérience. Et donc, mais je crois que vraiment ce que vous avez dit qui est extrêmement important, c'est le fait de ne plus essayer de répondre aux attentes. En fait, honnêtement, tous les plus grands leaders que j'observais en entreprise, vraiment, enfin, tous les managers que je vois passer en posture de leadership arrêtent d'essayer de faire plaisir. Et d'ailleurs, c'est un truc, c'est que les bouquins de management, c'est marqué « Devenez le manager dont vos équipes ont besoin ». Mais non, en fait, vous pouvez pas. Parce que d'abord, dans vos équipes, il y a autant de personnes que de besoins. Et donc, c'est commencer par être vraiment qui vous êtes, en fait, dans votre posture. Et à partir de là, effectivement, ça matchera pas forcément à 100% avec tout le monde, mais ça me fait penser à quelque chose parce que typiquement, un peu dans les injonctions de management, on nous a beaucoup dit on ne peut pas manager à deux et il faut qu'il y ait un leader, un manager. Et c'est vrai que nous, oui, c'est intéressant, vous êtes tous les deux. Tous les deux, on est cofondateurs, voilà, on fait tout, tous les deux quasiment, et notamment on manage plusieurs personnes de l'équipe à deux. On est en co-management. Il y a certaines personnes où François les manage et d'autres, moi je les manage en direct, mais on a certains des managers, on les co-manage, et donc c'est à dire que chaque semaine on a un point hebdo où on les voit ensemble, etc. Et ça n'a jamais posé de problème. Mais je sais que dans les règles du management, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais c'est très bizarre, enfin, il y a un moment, il faut prendre... il faut qu'il y en ait un qui prenne le dessus. » Donc, voilà, je pense que ça montre que aussi, encore une fois, on ne suit pas des règles, on fait les choses comme on les sent, à notre manière, sans suivre... on n'a personne au-dessus de nous pour nous dire ce qu'on doit faire. Et voilà, et donc forcément, ça se ressent sur la façon dont on met en place les choses. Mais Mathilde, j'ai discuté avec une manager dans un très grand groupe d'audit français, donc c'est quand même des endroits où il y a des règles fortes, qui m'expliquait justement qu'elle travaillait beaucoup avec ses pairs managers pour co-manager. Ce qui n'est pas dans la règle de l'entreprise, mais en fait simplement parce que elle sait qu'elle a sa façon, elle est un certain type de leader et que ses équipes ont d'autres besoins.
et qu'en fait, comme ces organisations sont quand même matricielles, et ben elle s'est dit finalement, pourquoi pas laisser la main sur d'autres choses à d'autres managers. Et donc je pense que effectivement c'est une maturité, et je pense que c'est une évolution positive. Donc moi je vois plutôt comme assez le fait que vous n'ayez pas de règles, vous ne suivez pas de code, pas de cours qu'on vous a donné sur le sujet, et que finalement vous y allez beaucoup avec votre manière intuitive, mais vous êtes créatif, vous êtes entrepreneur, vous êtes à l'écoute du marché, donc j'imagine que cette sensibilité que vous avez d'être à l'écoute, vous l'avez aussi en interne, vous l'avez aussi par rapport à vos collaborateurs. Et ça, je pense que c'est sans doute une grande force dans votre management, justement. Oui, alors nécessairement, parce que pas de règles, pas de code, maintenant... quelque part, si un peu, en tout cas, on est obligé en structurant les choses de commencer à en mettre. Maintenant, je pense que c'est à notre façon, comme pour reprendre tout ce que Mathilde expliquait, ce que vous citiez, et pourquoi pas la métaphore avec ce grand groupe d'audit qui serait peut-être un peu aux antipodes de nous si on regarde combien ils sont, ce qu'ils font, etc. Néanmoins, je vois un peu cette similitude, et je pense que comme Mathilde expliquait, nous aussi, dans le co-management, c'est au final une complémentarité parce qu'il y a des champs assez larges et sur des où justement ça recoupe ce pour qu'on a fait M ensemble et notre complémentarité. Il reste des postes où elle reste assez forte et donc assez logiquement, et bien qu'on se soit posé la question plusieurs fois, bon mais qui prend le management de tel ou tel, on en revient toujours, et au final, même si peut-être dans le passé on s'était dit, on avait fait un split un peu plus clair, en fait le naturel, chasser le naturel, il revient en galop, on se retrouve à de nouveau à co-manager. Je pense que c'est pas un problème quand c'est fait justement, quand c'est drivé par une certaine logique, de la pertinence, une fois de plus de l'intuition, du naturel, en cherchant avant tout l'efficacité et voilà, et aussi dans une logique de disons de bienveillance mutuelle et que les choses fonctionnent bien et tournent bien. Tant que ça le fait, tant que c'est comme ça, on continue de le faire. Après. Et est-ce que vous avez des rituels spécifiques, des façons spécifiques, parce que vous êtes créatif, vous avez basé beaucoup sur votre intuition, donc comment ça se passe chez vous, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez, je sais pas, une règle avec des one-to-one réguliers ou je ne sais quoi? Quelles sont vos façons de faire? Mathilde, vous voulez dire quelque chose avant? Ouais, non. Ouais, je vais marcher en forêt tous les matins à 7h. Mais petit aparté, je pense que oui, là, on va pas s'éparpiller sur des aspects perso, ça peut être important aussi, mais aussi parce que d'avoir des coupures justement, et typiquement aussi, je reprends aussi pareil des contradictions, enfin des coupures assez nettes qu'on a chez M par rapport à ce qu'on a pu avoir avant ou qu'on peut voir, c'est de couper aussi. C'est clairement, on n'est pas sur un rythme où à regarder, mais qui restera le plus tard, c'est lui le meilleur et qui aura les lauriers à la fin d'année. Enfin, c'est limite l'inverse, c'est comme on l'a parfois exprimé ou dit, c'est quelqu'un qui reste ou qu'on voit encore à 20h, pour moi c'est plutôt pas bon signe, et qu'il y a un problème soit d'organisation ou clairement de surcharge, mais c'est pas bon signe de voir quelqu'un qui reste tard le soir. Et on a toujours coupé avec Mathilde, et c'est notre petit, voilà, j'accélère pour pas qu'on prenne trop de temps, mais sur la notion de rituel, c'est couper, prendre du temps, voilà, en famille, pour soi, et moi c'est beaucoup aller justement en plein air, faire beaucoup de sport, ça vide la tête, ça permet, et souvent quand on a une problématique en tête, un peu la tête farcie de plein de choses, juste de sortir, aller s'aérer, faire du sport, etc., ou un peu de méditation, et ça remet toutes les choses en ordre très simplement, comme une bonne nuit de sommeil, mais avant la bonne nuit de sommeil. Et donc voilà, je me suis un peu éparpillé, donc le rituel, après nous en avons un peu aussi en interne, et qui pareil, on reste très adaptable, flexible. Une fois de plus, on se force pas on fait les choses et on les change souvent quand on voit qu'en fait c'est pas vraiment utile, c'est pas efficace comme ça pourrait être mieux en faisant autrement. Donc il y a beaucoup, disons, d'agilité là-dedans, dans la mise en place de choses, beaucoup donc de test and learn, et c'est des one-to-one, c'est entre nous, mais ce qu'on a mis longtemps à faire parce que c'était un peu on se parlait un peu tout le temps, mais en fait, à un moment, on s'est dit avec Mathilde, mais il faut qu'on se cale un point vraiment tous les deux. On voit les sujets qu'il y a à voir début de la semaine. Puis après, c'est globalement un point hebdo chacun, ou tous les deux avec les managers, ce qu'ils font aussi respectivement.
c'est un peu, disons, classique ou la base, mais c'est c'est efficace. Et est-ce que vous travaillez régulièrement avec toutes les équipes? Est-ce que c'est des choses, Oui, je pense que notre volonté comme on parlait au début, de garder une équipe à taille humaine, c'est aussi pour pouvoir avoir ces moments d'échange. Parce qu'en fait, on se rend vite compte que même si on reste une petite équipe et on pourrait se dire, on est en open space, on est tous côte à côte, en fait, on peut très vite perdre la communication et se rendre compte qu'en fait, les gens ne parlent pas entre eux et donc on perd en efficacité et c'est là où se créent les frustrations. Et donc bref, ça, c'est vrai que comme dit François, on essaye en tout cas d'être très à l'écoute là-dessus, de voir si effectivement ne pas avoir la réunionnite aiguë et donc avoir des réunions à gogo, mais en fait inefficaces. Donc moi je sais que j'aime bien les réunions 30 minutes, de faire en sorte que ça soit le plus efficace possible. Et après c'est vraiment, après je pense on a des outils aussi comme Slack. En fait c'est la communication qui est la clé. Donc et on essaye aussi de faire en sorte que vraiment les équipes entre elles se créent des temps d'échange sans que François et moi soyons forcément à l'initiative de ça. Et vraiment d'insuffler quelque chose où elle n'ait pas peur d'aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre, de solliciter une autre équipe, vraiment de créer. Je pense qu'on y arrive de mieux en mieux. On a eu pas mal de loupés parfois, mais vraiment de prendre le temps aussi avec chacune de comprendre. Je sais pas, est-ce qu'il leur manque quelque chose, qu'est-ce qu'elles ont envie qu'on mette en place pour faciliter les choses. En fait, c'est beaucoup de la communication et du bon sens en fait. Oui, c'est beaucoup aller vous intéresser à comment est-ce qu'ils fonctionnent, de quoi elles ont besoin, ce qu'elles attendent, à créer aussi de la collaboration. Vous en avez beaucoup parlé, à créer des liens entre elles. Vous en avez beaucoup parlé aussi, le fait de créer des liens. Oui, je pense que c'est important parce que même là dans les rituels, du coup on parle des rituels de travail, mais nous on essaye aussi de mettre en place des rituels hors travail. Bien donc à un moment on a eu du sport, là on a mis en place un jeudi par mois, on a une italienne dans l'équipe, elle nous fait une pasta party. C'est bête, mais en fait c'est des moments où vraiment ça crée des rituels comme ça, des moments d'équipe qui créent du lien et qui du coup forcément après quand il faut se remettre au travail, on sent que ça a créé quelque chose et une dynamique qui fait que je pense qu'on prend tous encore plus de plaisir du coup à travailler ensemble. Et d'ailleurs, le fait de, je crois que vous êtes en télétravail le lundi, vendredi, c'est ça? Vous avez pas, ça n'a pas joué sur ce lien? Vous arrivez à le maintenir? Non, au contraire, en fait, j'allais aborder ce point parce que je pense que c'est important quand on parle de cadre de travail, de process, de structure, de rituel. Il y a quelque chose que nous avons appliqué dès le départ avec Mathilde, avant même le fameux télétravail, période Covid, confinement et autres, du fait de la distance, Mathilde étant à Reims et au début n'ayant pas de bureau, etc. On se voyait en général le mardi, mercredi, jeudi. On a gardé ce rythme-là avec les équipes qui donne aussi, je pense, un certain cadre et confort de travail, apprécié, on le sait, et parce qu'on est les premiers à l'apprécier aussi avec Mathilde. Et forcément, ça induit assez logiquement une organisation derrière qui doit être efficace, puisque on se voit les mardis, mercredis, jeudis. C'est en général là qu'on concentre les points d'équipe, les one-to-one, et on préfère le faire en physique plutôt qu'en visio. Et ça fait ce que le lundi, le vendredi, on a en général des agendas plus light et qui nous permettent de faire d'autres choses et plus, disons, bureautique ou administratif. Et donc, ça donne un cadre qui marche bien, qu'on a eu. On a traversé le Covid comme ça, le confinement. On est passé de 2 à 20 en gardant cette organisation-là qui nous convient bien aussi. Et le lundi, vendredi, c'est plutôt l'administratif, ou est-ce que c'est aussi ce qu'on appelle le deep work en langage, justement? Est-ce que vous les encouragez à avoir ces temps aussi où on n'est pas dérangé, où on peut avancer en réflexion sur des sujets? Je pense que c'est différent pour nous, pour Mathilde et moi, et peut-être pour eux, où nous on a beaucoup on passe la quasi totalité des journées en réunion entre nous, ici ou en extérieur quand on est sur ces journées-là, et beaucoup moins. C'est peut-être un peu différent parce que les équipes vous font faire une visio lundi sur justement, mais sans nous, sur l'organisation de la semaine et autres. Donc c'est sans doute un peu différent.
Et oui, peut-être deep work. Mais c'est aussi être moins perturbé, moins sollicité. En fait, donc sur un peu tous les métiers, prendre du temps. Moi, je vois sur des exemples comme sur les opérations, prendre le temps de rédiger un cahier des charges. Ça va être plus difficile quand on est au bureau, quand on est chez soi, mais comme sur métier créatif ou autre. Donc deep work. Mais c'est Ouais. Juste par exemple sur le vendredi, parce que je me rendais compte qu'en fait finalement ce lundi et ce vendredi, ils se remplissaient très vite de visio. Et donc comme l'a dit François, déjà les mardis, mercredis, jeudi, mais je regarde mon agenda à chaque fois, c'est rempli de réunions. Et donc les lundis et vendredis, quand j'ai vu que ça commençait à se re-remplir de visio, parce que j'ai bloqué dans mon agenda une plage et j'ai mis pas de visio, pas de réunion, pour vraiment aussi avoir le temps de justement faire des choses. Alors moi ça va passer par plein de choses, notamment je dois faire souvent pas mal de création de contenu, donc filmer des vidéos pour notre Instagram, pour des partenaires, etc. Donc ça c'est des choses que j'ai pas le temps de faire au bureau, donc que je peux faire les lundis et vendredis, mais ça va être aussi des choses qui me demandent plus de réflexion, de calme, etc. Et donc j'essaye de en tout cas les bloquer dans mon agenda pour pas finalement que les lundis et vendredis deviennent des journées finalement où je préférais limite être au bureau, dans ce cas être en réunion physique, parce que je trouve que la visio est un truc fatigant et épuisant en fait à discuter et réfléchir à distance. C'est très pratique de temps en temps et de manière ponctuelle. Mais je pense qu'on l'a beaucoup subi pendant le confinement. Et donc là, j'avoue que moi, c'est 2 jours que j'adore, de démarrer la semaine et finir la semaine de manière complètement différente. Et voilà, donc avec une énergie différente. Avec une énergie différente. Et je crois, aujourd'hui, la question de la santé mentale est fondamentale. Et je pense que, si vous regardez bien, une journée où vous avez été harcelé ou en contact, quand je dis harcelé, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas et en contact, sollicité et en contact en permanence, vous êtes beaucoup plus épuisé qu'une journée où vous avez pu abattre beaucoup de travail. Mais voilà. Et souvent, parfois, on se trompe un peu sur la notion de beaucoup travailler, mais c'est surtout est-ce que... Mais oui, mais si c'est de l'efficacité, et comme le disait François tout à l'heure, je pense que nous, on met aussi beaucoup d'importance et on essaye vraiment de faire en sorte que notre équipe s'autorise aussi ça. C'est l'importance d'avoir des moments pour soi. Et donc, je comprends très bien... qu'on ait une famille ou pas, mais qu'on ait envie à 18h d'arrêter, de soit rentrer voir sa famille, partir faire du sport, aller voir ses amis, juste profiter de son chez-soi. Et ça, moi, je suis intimement convaincue, et pareil, c'était bien avant le Covid, etc., de l'importance. Encore une fois, on n'a qu'une seule vie. C'est pas pour se tuer au travail, et même si on adore ce qu'on fait, c'est bien aussi sûr. Pour en profiter, en fait. Et donc ça, je pense que c'est hyper important, et c'est ce qu'apprécient les filles qui travaillent avec nous. Je pense qu'on a cette forte conscience de l'importance du temps pour soi, et que les gens sont d'autant plus après reconnaissants, en tout cas productifs au travail, parce que ils sont pas épuisés, surmenés, qu'ils ont eu du temps pour recharger, être créatifs. C'est comme ça, moi je trouve qu'on est le plus efficace. Et alors pour finir, où est-ce que vous avez envie d'emmener M et ses équipes ? Alors je vous parle pas forcément pour compléter sur le point d'avant, parce que c'est un point aussi qui me tient à cœur, je le sais, comme Mathilde, et qui est important, évidemment. Et qu'on a depuis le départ un peu comme nos éléments fondateurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on était que tous les deux, alors la transition avec notre première boîte a été assez rapide. Mathilde est partie un peu avant, mais le projet était déjà en train de se mettre en route. Il n'y a pas vraiment eu de gros break comme souvent certains le font. On prend 6 mois j'aurais adoré, mais on l'a pas fait. Et en même temps, parce qu'on était déjà pris dans le pipe et de la passion de ce qu'on allait faire. Mais donc tout s'est enchaîné comme à l'époque. Notre première boîte, Mathilde était venue voir d'ailleurs mon projet de diplôme. Le lendemain, on avait déjà d'ailleurs les mains dans le cambouis. Et il y a eu un peu cette forme de transition où les choses s'enchaînent. Et donc, ce qui fait que au moins, dans notre quotidien, notre façon de faire, ce fameux, comme on disait, temps pour soi, que ce soit sur les horaires, le soir, savoir couper, aussi prendre du temps pour soi. Moi, j'aime beaucoup, et j'ai découvert d'ailleurs, ça pour moi un lien, mais le kitesurf qui est devenu ma grande passion, que j'ai toujours la passion pour les sports de glisse, mais quand on a monté M, et j'en pratique beaucoup, et donc prendre le temps d'en faire maximum, même toute l'année.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on était deux, on avait comme ça, voilà, cette organisation qui complémentaire, qui matchait bien avec cette flexibilité, liberté, du temps pour soi, c'était très important. Et même qu'on était dans le bouillon du lancement, où c'était quand même une période rude, chargée, transitoire, avec beaucoup d'enjeux, même du stress, de challenge, etc. Bah, on est quand même partis 3 semaines chacun, l'été en vacances. Et c'était absolument nécessaire. Et comme ça l'est, je pense, dans notre quotidien, pour l'efficacité qu'on a au travail au final, c'est aussi le résultante de savoir prendre bien du temps pour soi et, comme dit Mathilde, à la fois recharger les batteries, mais c'est aussi, on n'a qu'une vie, on est jeune, voilà. Je rattrape, on n'est pas des dinosaures encore. Et c'est ça, aujourd'hui on a conscience qu'en fait on est jeune, qu'on veut faire ça le plus longtemps possible et de la meilleure façon qui soit, qu'il faut aussi prendre du plaisir et prendre du plaisir, du temps pour soi. Et quand on était deux, on le faisait, on savait le faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, justement, en recrutant, on aurait pu se dire mais on est deux, on n'a pas le temps. Et on se disait bah non, justement on a la liberté, on fait entre guillemets ce qu'on veut. On pourrait dire ah oui mais quand on recrute, on n'a plus, justement, on doit montrer l'exemple, il faut être là tout le temps. Et en fait non, bah on a recruté, structuré, on s'est délégué et on sait aussi faire la part des choses et garder cette flexibilité, cette liberté d'organisation. Mais je pense que c'est important. Enfin, moi, encore une fois, à mon âge, j'ai envie de travailler encore très longtemps. Et donc, j'analyse beaucoup mon business model par rapport à ça. En me disant, voilà, si tu veux travailler, enfin, moi, je me projette encore dans 20 ans, donc 72, 75 ans, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois changer pour que ça tienne? Et ça, je pense que c'est une réflexion hyper saine. Parce qu'en plus, c'est une réflexion que vous proposez à vos équipes, en fait, quelque part. Donc, oui. Et alors, maintenant, où est-ce que vous avez envie d'emmener M? Alors, c'est pas juste sur un... Voilà, c'est à la fois sur le plan de la marque, mais aussi sur le plan de l'équipe, voilà, du projet, de manière générale. C'est toujours la question, forcément, qu'on se pose, nous, beaucoup avec François. Hein, ça fait partie des réflexions, je pense, de tout entrepreneur. Et comme on l'avait mentionné au début, je pense que c'est un vrai projet passion. Et donc, tant qu'on a justement cette envie, cette passion, j'ai envie de dire, ce sera le plus loin possible et le plus longtemps possible. C'est toujours très dur de se projeter, même si on essaye au maximum. Mais j'avoue que sur des entreprises comme les nôtres et des marchés comme là où tout bouge très vite, etc., déjà se projeter à 5 ans, c'est déjà un vrai challenge parce qu'en fait, bien sûr, on fait les projections, mais en fait, en 5 ans, tout peut changer. Peut-être que voilà, tout sera complètement différent. Donc moi, en fait, ce que je dis toujours, c'est que la façon dont je me projette, c'est à la fois pour M, l'équipe, c'est encore une fois, c'est tant qu'on prendra du plaisir à faire ce qu'on fait, tant qu'on sera heureux de travailler ensemble avec notre équipe, tant que M aura toujours quelque chose à apporter à nos clientes, tant que voilà, on sera capable de se renouveler, se remettre en question, continuer de grandir, d'apprendre. Enfin, en fait, moi, c'est ça dont j'ai besoin. Voilà, c'est d'avoir toujours cette sorte de challenge et de savoir qu'en fait, les choses vont pas juste rester telles quelles, mais qu'il y aura toujours une forme d'évolution, d'apprentissage, de remise en question. J'ai besoin de ça pour être motivée et me projeter et prendre du plaisir, en fait. Super, merci. Et puis, puisqu'on parle de marque, on parle d'équipe et de management, d'humain, on a aussi, je pense, la chance et cette passerelle assez logique entre justement notre marque et notre promesse, entre guillemets, de marque et l'équipe, puisqu'on parle de, justement, prendre soin de soi, du bien-être, etc., de la beauté par le bien-être et de voilà, sur ce secteur, comme disait Mathilde, aussi dynamique du wellness, de la beauté, qu'on adore aussi, qui est un super marché et où il y a ce lien qui fait qu'on se projette et comme vous l'expliquez aussi à titre pour vous personnel, dans votre vie professionnelle le plus longtemps possible, c'est cette projection en se disant que la marque soit là dans 20 ans, on l'espère, qu'on soit là aussi, en tout cas de la meilleure façon qui soit. Et si on est là, c'est qu'on sera toujours là et par passion. Si on n'est plus là, c'est que aussi il y aura peut-être des choses ou qui font que, mais il y a aussi cette distinction entre la marque, l'équipe et puis nous à titre personnel. Ouais, qui n'est pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ouais, merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu.
Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.